tout pays qui essaie de hausser le ton comme un, pas même hausser, comme vivre, pour vivre en tranquillité, comme un pays évitant d'être sous la domination de grandes hégémonies, surtout les États-Unis, sont l'objet de sanctions inhumaines, illégales, illégitimes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Pour ce grand entretien, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Ahmadinejad, ambassadeur d'Iran en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, mardi 24 juin, un cessez-le-feu est entré en vigueur entre Téhéran et Israël après 12 jours de guerre sous égide de Donald Trump. Monsieur l'ambassadeur, cette trêve est-elle durable? Et dans quel état le régime iranien sort-il de ces 12 jours d'affrontement? Tout d'abord, il faut dire que la durabilité de cet assez, le feu, cessez-le-feu, dépend du pays qui a entamé cette agression. C'est l'Israël qui a déclenché une guerre illégale et légitime à l'encontre du pays et le peuple iranien, selon en violation de toute la loi internationale, les réglementations internationales. Nul pays est autorisé, selon la charte de l'Organisation des Nations Unies, de recourir à la force pour résoudre les problèmes, quelle que soit de la nature. Et c'est la même charte qui donne le droit au pays agressé de répondre et d'user son droit d'autodéfense. C'est l'Iran qui a agi comme un agressé pour répondre à cet acte illégitime et sauvage. Donc, en ce qui concerne le cessez-le-feu, c'est bien sûr. L'Iran avait annoncé dès le début. À partir du moment où l'agresseur arrête son agression, on peut penser à une trêve, si vous voulez, ou à un cessez-le-feu, ou à une cessation de ce conflit. Une fois Israël a accepté, même a demandé à mettre fin à cet aventurisme moyenâgeux, donc l'Iran ne pouvait pas donner son feu vert. Donc maintenant, c'est à la communauté internationale, à des pays qui ont le plus de charge et le devoir de veiller à ce que la paix et la sécurité internationale ne soient pas violées avec la volonté quelconque d'un pays, surtout en ce qui concerne l'Israël, qui a brisé toutes les lignes rouges de la société civile internationale et des réglementations internationales, doivent agir et puis d'abord condamner, si possible punir, et après faire récompenser les dégâts qu'ils ont subis à la nation iranienne. Les efforts des Iraniens avec l'investissement du peuple iranien,
que ce soit matériel et humain, est abîmé dans ce conflit et dans cet aventurisme brutal. Quel est le bilan humain aujourd'hui en Iran? Selon les dernières informations, plus de 5000 personnes ont été tuées ou blessées. Plus de 1000 tués et 4800 à peu près blessés. 90% civils. Et il y a des hôpitaux, il y a des bâtiments publics, il y a des appartements d'habitation, des immeubles d'habitation, il y a des ambulances, il y a l'université, il y a le lieu de travail des journalistes, si vous voulez, la radio-télévision iranienne. Et il y en a beaucoup de vraiment dégâts, si on prend en considération le lourd investissement iranien pour profiter de son droit à utilisation de l'énergie atomique à des fins civiles pendant des années et des années, qui ont été maintenant détruits par les frappes illégales et légitimes israéliennes et américaines. Donc, les dégâts humains, parfois, ils sont irremplaçables. Les scientifiques iraniens, les jeunes qui ont appris la science à l'intérieur de l'Iran et qui ont pu maîtriser vraiment cette technologie vitale pour l'avenir de la vie humaine même. Il y en a des vingtaines pour le moment qui ont été visés par les actes terroristes du gouvernement terroriste israélien. Monsieur l'ambassadeur, nombreux sont les sujets évoqués ensemble, la géopolitique régionale de l'Iran, ses relations avec son étranger proche, sa vision d'Israël au Moyen-Orient. Mais malheureusement, nous n'avons qu'une heure. Alors, je vous propose une interview droit international. L'idée est de rationaliser, autant que l'on puisse le faire, les récents événements en cours dans la région. Monsieur l'ambassadeur, l'attaque massive de l'armée israélienne sur le territoire iranien, le 13 juin, constitue-t-elle un acte de légitime défense préventive? Et sur quel fondement précis du droit international l'Iran le conteste-t-il? Non, c'est une question dans laquelle vous pouvez trouver une réponse évidente. Ça veut dire la guerre préventive, il n'y a pas une racine dans la loi internationale d'abord, même si ça peut être interprété pour une action contre une attaque ou invasion d'un des membres de la communauté internationale, il faut qu'il y ait des justificatifs, il faut qu'il y ait des raisons et des arguments et des preuves. Est-ce que l'Iran voulait attaquer Israël? Est-ce que l'Iran était sur le point d'attaquer Israël? Est-ce qu'il y a des preuves selon lesquelles si l'Israël n'avait attaqué l'Iran, il aurait pu être l'objet d'une attaque substantielle même de la part de l'Iran? Il n'y a pas. Et quelles procédures juridiques internationales ont été entreprises, si vous voulez, par Israéliens pour montrer que mon droit à une attaque préventive est légitime maintenant, parce que j'ai fait le recours à toutes les instances internationales, à tous les moyens légaux, légitimes, internationaux,
Et puis, à partir du moment, la communauté internationale est indifférente, donc je suis obligé d'agir moi-même. Tandis que l'Iran n'avait jamais attaqué Israël et n'avait jamais l'intention de l'attaquer. Donc, parler de la guerre préventive, parce qu'ils ont après changé la guerre préventive à ce que, non, Israël était en guerre avec l'Iran depuis, je ne sais pas, avril 2024 ou novembre 2024. Non, ce n'est pas le cas. C'était une attaque sur notre sol, sur notre localité diplomatique. Et il y a eu une réplique. C'est tout. Et après, l'Iran et Israël, les deux, n'avaient jamais prétendu être en guerre. Même dans ce conflit-là, on n'avait pas déclenché une guerre réciproquement. C'était une invasion, une agression brutale et une réponse naturelle selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, que l'Iran a agi pour arrêter cette agression, cette violation virulente de la loi internationale. Donc selon vous, la riposte iranienne sur le sol israélien à travers l'envoi de missiles et de drones s'ancre dans le droit international? C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies donne la raison au pays qui est l'objet d'une attaque unilatérale de l'autre de répondre, de se défendre et d'user son droit de défense. Maintenant, je ne sais pas comment on dit que l'Israël a usé a un droit de se défendre. L'Israël, c'est un pays qui attaque et qui agresse. Dans l'histoire au moins de 1948, il y a eu toujours Israël qui attaquait les autres. Et les autres obligés d'user, s'ils pouvaient, un droit de réponse à cette attaque. Bien sûr qu'ils n'ont pas... Monsieur l'ambassadeur, comment l'Iran interprète-t-il l'opération américaine sur les sites de Natanz, Fordow et Ispahan le 21 juin dernier? Et cette coordination avec Israël s'ancre-t-elle dans le droit international? D'abord, sur le plan juridique, les États-Unis n'ont pas le droit, ni les États-Unis, ni nul pays, même l'Iran. Un pays n'a pas le droit d'attaquer unilatéralement des objectifs dans le territoire d'un autre pays. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, des États-Unis comme l'Iran est membre du traité de non-prolifération. Les États-Unis ont des bombes atomiques, tandis que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Les États-Unis est un membre permanent du Conseil de sécurité qui est le garant de la paix et de la sécurité internationale. En un autre terme, un garant pour l'exécution et le respect de la Charte des Nations Unies. Une attaque unilatérale des États-Unis viole tout. Le statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le traité de non-prolifération des armes atomiques, ne donne pas raison et n'autorise pas n'importe quel pays d'attaquer des installations nucléaires de l'autre pays. Surtout quand il y a l'Iran dont les installations sont sous l'auspice et l'inspection permanente de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En attaquant les installations nucléaires pacifiques de l'Iran, les États-Unis ont montré qu'ils n'ont aucun respect à la vie des Iraniens.
à l'environnement où les Iraniens, chez eux, vivent contre la loi, contre la coutume et le comportement acceptés par la communauté internationale et surtout contre le peuple iranien. Et la vie des Iraniens, les acquis des Iraniens, un acquis scientifique, un acquis technologique, un acquis vraiment obtenu par l'investissement de chacun des Iraniens et par les scientifiques iraniens. Nous n'avons pas aidé par les autres pays ou scientifiques pour avoir vraiment accès à cette technologie qui est vitale et qui sera encore plus vitale quand on considère toutes ces évolutions de l'environnement et le climat. Donc c'est une action hostile contre le peuple iranien et contre la nation iranienne. Ces frappes américaines seraient loin d'avoir dévasté le programme nucléaire iranien. C'est en tout cas ce que révèlent CNN et le New York Times hier soir. Que répondez-vous à cela? Nous, dès le début, nous avons dit que puisque nous ne voulons pas avoir une bombe atomique, nous n'avons pas peur que nos installations soient sous l'auspice d'apparatus d'observation de ce type d'installation internationale, ça veut dire l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons aussi dit que la technologie, la science ont été développées et fabriquées par les jeunes Iraniens. Et cette technologie est dans la tête des scientifiques iraniens. Même si vous portez atteinte à ces installations, ça ne veut pas dire que c'est fini, parce que la science ne peut pas être finie, sauf que vous tuiez, vous assassiniez la personne, ce que l'Israël est en train de le faire et a procédé à il y a peut-être plus de 15 ans maintenant qu'ils ont procédé à l'assassinat de nos scientifiques. Et dans cette épreuve, récente épreuve, ils ont encore continué et augmenté. Sinon, cette science dans un pays, un grand pays comme l'Iran, avec une capacité qui est la sienne, comment on peut enraciner et pourquoi on peut enraciner? C'est un droit reconnu par le traité de non-prolifération. Non seulement c'est reconnu, mais aussi il demande et il encourage les autres pays qui ont accès à cette technologie d'aider à ceux qui veulent vraiment développer une technologie nucléaire pacifique. Et l'activité iranienne se cadre dans cette catégorie malgré les autres pays qui n'ont pas, qui ont des installations militaires, qui ont des ogives militaires, mais qui ne sont pas les membres de l'Agence de l'énergie atomique, internationale de l'énergie atomique, et qui ne sont pas sous l'auspice et l'observation des inspecteurs de l'agence. Monsieur l'ambassadeur, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, c'est ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou après le cessez-le-feu avec Téhéran. Comment, selon le droit international, l'Iran peut-il répondre aux accusations de vouloir développer une industrie nucléaire militaire alors que ces reproches viennent d'un État détenteur de l'arme nucléaire, Israël, qui n'est pas signataire du TNP? Oui, vous voyez, c'est comment dirais-je, c'est ironie de notre époque maintenant, c'est deux poids, deux mesures. Celui qui est comme un détenteur de
de l'arme atomique, qui n'est pas membre du traité de non-prolifération, qui ne permet pas, les inspecteurs de l'agence inspectent ces installations, qui a menacé les autres pays, et notre pays, l'Iran, pour écarter, pour effacer de la map. Et celui-ci, il dit l'Iran n'aura pas la bombe atomique. L'Iran ne voulait pas avoir la bombe atomique. Donc, pour celui qui n'avait pas l'intention de l'avoir maintenant, après toute cette agression sauvage et illégitime, prétendre que l'Iran n'aura pas, l'Iran ne voulait pas avoir. S'il voulait peut-être, il pouvait faire quelque chose, et puis, mais quand vous n'avez pas l'intention de le faire, il faut que la communauté internationale demande à Israël d'ouvrir la porte de ces installations et de faire inspecter toutes ces activités illégales qu'il mène depuis les années 60, et puis en considérant que c'est une garantie devant toute agression, toute tentative d'attaque et d'intimidation dans la région, de déstabilisation dans la région, pour dire que voilà, si vous agissez contre de ce que je décide, je veux, vous serez l'objet d'une attaque atomique. Voilà, c'est le vrai danger ici, c'est lui qui est le vrai danger de la paix, de la stabilité régionale et mondiale même. L'enrichissement en uranium de l'Iran, proche d'un seuil militaire selon des observateurs israéliens, mais également américains, s'ancrerait-il dans le cadre du traité de non-prolifération? Bien sûr qu'il n'y a pas aucune limite pour enrichissement d'uranium. Nous, comme Iran, nous ne voulions pas avoir l'enrichissement dans le haut degré. Nous nous sommes mis d'accord avec les États-Unis, les Européens, la Chine, la Russie, dans le cadre d'un accord d'enrichir 3,67% l'uranium pour notre utilisation, mais notre utilisation est au-delà de ça, je vous expliquerai. Mais seulement pour leur donner une assurance, après avoir été blanchi par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qu'il n'y a pas aucune preuve d'une déviation éventuelle iranienne vers l'arme nucléaire, on a conclu cet accord. Mais on voulait, ils nous demandaient, on a dit, OK, pour celui qui a un compte assez clair, il n'y a pas de souci. Nous avons accepté, pendant 3 ans c'était le cas. 15 rapports de l'agence ont confirmé, reconfirmé la nature pacifique de l'activité d'enrichissement iranien. Jusqu'à 2018. Bon, il y a eu une contrepartie qui devait être satisfaite par les Européens, les Américains, c'était enlever des sanctions qui n'a pas été vraiment satisfait complètement et dignement, mais on avait accepté en général et il n'y a pas eu d'objection majeure pour laisser l'accord et sortir de l'accord, si vous voulez. Mais en 2018, ce sont des Américains qui sont venus, qui sont déchirés l'accord et sortis de cet accord, et puis de faire revenir tous les embargos, même plus avec une politique de pression maximale. Et tout cela avec l'encouragement et la demande des Israéliens. Comme quoi, non, il y a l'Iran fait quoi donc. Même après 2018, on n'est pas sorti de l'accord. On était toujours dans l'accord, comme l'Europe et comme les autres. L'évidence, quand les États-Unis, dans le temps du président Obama,
voulait prendre une initiative au Conseil des Nations Unies, Conseil de l'Organisation des Nations Unies. C'était les Européens qui ont barré la route. Ils ont dit non, vous êtes hors de... Vous avez quitté, vous n'avez pas le droit maintenant de venir et mettre en péril ce qui reste de ça. Et depuis, on était toujours en coopération avec l'agence et sous l'inspection des inspecteurs de l'agence. En 2021, mais même avant ça, dans un moment, nous avions besoin des combustibles pour notre réacteur expérimental acheté aux États-Unis, des États-Unis, aux années 50, au moment du chat, si vous voulez. Et ce réacteur est utilisé pour les cas comme médicaments, l'agriculture, les vaccins, dans l'aspect médical et de recherche. Nous avions besoin de combustibles. Auparavant, on achetait des autres pays, argentins par exemple. Quand le combustible de ce réacteur est épuisé, on voulait l'acheter parce que le réacteur devait travailler. Et cette période était après la sortie des États-Unis de l'accord. Et l'Iran, après une année d'attente, a déclaré qu'on va alléger nos engagements volontaires explicitement cités dans l'accord. C'était dans cette période-là que ou bien un réacteur devait dormir, et puis toutes ces productions seraient arrêtées, ou bien nous devions faire quelque chose. C'est pourquoi maintenant aussi les scientifiques iraniens ont fait à 20% d'enrichissement pour pouvoir produire le combustible nécessaire pour cet réacteur expérimental. On était toujours là. On ne voulait pas augmenter, on n'avait pas besoin d'augmenter. En 2021, les Israéliens, en continuant les actions malicieuses et illégales à l'intérieur de l'Iran, ont explosé une partie de d'une de nos installations d'uranium. L'Iran n'ayant pas en possession aucun moyen de pression sur la communauté internationale, sur l'agence et sur l'ONU pour leur faire intervenir, pour condamner l'action israélienne, pour alerter la communauté internationale des effets et des conséquences désastreuses et destructives de toutes ces actions. Ils ont décidé d'augmenter l'enrichissement jusqu'à 60%. Et cela toujours dans le cadre de nos engagements vis-à-vis du traité de non-prolifération, dont l'Iran est membre. Donc il n'y a pas une limite. Et bon, il y a une utilisation, même le même centre réacteur nucléaire iranien, auparavant, avait besoin d'uranium de 90% enrichi. Mais après, ils ont fait un changement et puis ils ont adapté avec un uranium de 20%. Et aujourd'hui même, pour les petits réacteurs atomiques, petits réacteurs, pour les sous-marines, pour quelques utilisations spécifiques, on a besoin d'uranium, même plus de 60%. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin, mais on n'utilisait pas, et c'était une activité légitime et légale, selon la loi internationale, selon
le traité de non-prolifération. Monsieur l'ambassadeur, dans ces conditions, l'Iran envisage-t-il de quitter le TNP? De quitter le TNP, pas encore. Aucune décision n'a pas été vraiment prise. Tout dépend de l'évaluation en Iran sur le terrain, voir vraiment quelle décision pouvait satisfaire l'attente et la revendication du peuple iranien, de la nation iranienne, du pays même, des scientifiques iraniens. Mais nous avons agi dans le temps, dans l'histoire de notre peuple montre que nous ne sommes pas un peuple paria ou un peuple avec des comportements d'aventuristes ou contre la réglementation internationale. Donc, je suis certain qu'on va agir avec toute retenue et la tolérance possible pour vraiment éviter le sentiment, surtout quand il y a des médias dans la partie occidentale qui manipulent toujours, de donner un sentiment de l'inquiétude ou de mal-interprétation. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Iran est perçu par les médias occidentaux comme le mal absolu? Il y a un essai permanent, surtout de la part d'Israël. Pour nous, l'Iran, nous n'avons pas besoin de l'ennemi. Nous voulons que l'ami. Et donc, nous sommes d'une culture et d'une histoire millénaire. Nous avons l'habitude de respecter les autres et de se faire respecter par les autres. Et en animosité, nous ne voyons pas aucun intérêt. Nous sommes un pays qui, depuis, quand il y a eu une État-nation réelle, 200 et quelques, 300 ans, la nation iranienne n'a jamais attaqué un autre pays, n'a jamais violé la frontière avec les autres pays, que ce soit les voisins et les autres. Dans les pires moments, quand nous avons été l'objet d'une attaque militaire tout azimut, entrepris par vraiment un dictateur, un fou, et soutenu par presque toute la communauté internationale. Saddam Hussein? Oui, 8 ans de guerre avec Saddam Hussein. Notre comportement et le comportement des Iraniens était le même, était réglementé, était humain, en évitant d'user même des capacités et capacités disponibles en armes de destruction massive ou viser des objectifs civils dans les villes irakiennes, tandis que nos peuples étaient dans les villes, même à la capitale, l'objet des attaques des avions de combat irakiens, des missiles irakiens. Et quand on était vraiment privé de toute moyenne et équipement nécessaire pour user notre droit de défense. Donc, nous ne sommes pas ennemis, mais il y a les intérêts pour quelques éléments que je vous ai cités, de montrer que l'Iran est mal, mais c'est une insulte à la dignité, à la grandeur de notre peuple. Et les effets doivent être là, parce que les mensonges, on peut dire, redire, répéter, mais à la fin du compte, c'est les preuves et les actes qui comptent. Il faut qu'on prouve que le peuple iranien, le gouvernement iranien est vraiment mal. Et le mal est celui qui attaque les autres, qui viole
l'intégrité territoriale et la souveraineté politique des autres pays contre toutes les réglementations internationales. Mais il faut montrer que est-ce que l'Iran est dans telle situation, est-ce que cet adjectif s'applique à l'Iran ou pas. Le 22 juin 2025, le Parlement iranien a voté en faveur de la fermeture du détroit d'Ormuz en cas d'escalade. Cette menace brandie s'ancre-t-elle dans le droit international et cette fermeture n'affecterait-elle pas davantage vos partenaires commerciaux, à l'instar de la Chine? Non, il y a eu un débat au Parlement sur les choix de l'Iran vis-à-vis de cette agression illégale et légitime à l'encontre de notre pays et peuple. C'est un débat. Ça peut revenir à la tête d'un député ou l'ensemble d'un groupe à l'Assemblée nationale iranienne. Mais ça n'a pas été voté. 1. 2. Le Parlement iranien, selon la Constitution, a le droit de s'exprimer et de passer les lois dans tous les aspects de la vie interne et externe du pays. Et le gouvernement est obligé de l'appliquer, sauf si les décisions qui nécessitent une décision finale dans le cadre de l'État iranien, ça veut dire le Conseil supérieur de la sécurité nationale iranien. Même s'il y a eu une loi, d'abord, il faut que le Conseil des gardiens de la Révolution, les gardiens, Conseil de gardiens, d'experts, incarne, ça veut dire ratifie l'adaptabilité de la loi par rapport à la Constitution, par rapport à la loi qui règne en Iran. Et puis après, ce sera une loi. Mais pour appliquer dans un domaine si important et si sensible, bien sûr que l'État incarne ensemble et le Conseil supérieur de la sécurité nationale iranienne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le comportement iranien dans la région du Golfe Persique où nous vivons avec nos frères et nos sœurs comme les pays voisins, les pays arabes voisins, même la Turquie ou l'Afghanistan, était toujours comme un acteur responsable, un acteur, un levier de la stabilité, de la paix. Et c'est dans le cadre-là qu'on agit toujours. C'est un devoir, une responsabilité. Donc, toute action qui perturbe la quiétude et le bon voisinage, l'amitié entre nos nations, nos peuples dans la région, est une action aux yeux des Iraniens et du gouvernement iranien, une action détestable même, négative. Donc, nous ne sommes pas, nos intérêts économiques aussi résident à ce que cette partie du monde soit tranquille. Et cela exige que les bateaux, les navires aventuristes des autres puissances évitent de venir et de perturber et d'utiliser cet endroit si important pour l'économie mondiale comme un endroit de l'agression et de l'attaque. Donc il y a une responsabilité réciproque. Mais pour l'Iran, il n'y a pas d'intérêt d'intention même de procéder à des actes comme tels. Le soutien militaire financier de l'Iran à certains groupes armés, Hezbollah, Houthi, pointé du doigt
par des observateurs internationaux s'ancre-t-il dans le droit? Oui. D'abord, en ce qui concerne le Hezbollah. Le Hezbollah libanais est un parti, un groupe armé, mais politique, qui a un rôle très important dans la vie politique libanaise. Deuxièmement, Hezbollah est apparu quand Israël continuait à attaquer le Liban, occupait le Liban. Chaque fois qu'ils avaient la décision ou l'intention, ils descendaient vers Beyrouth et ils occupaient tout. Et ils faisaient des massacres, des assassinats, tout. Donc, voilà, la résistance, c'est une résistance devant l'occupation et de l'agression. Et le comportement de Hezbollah pendant tous ces temps était un comportement d'équilibrage et de résistance et défensive. C'est pourquoi quand on voit le comportement de Hezbollah jusqu'à 7 octobre, il n'y avait pas eu même un fusil lancé vers Israël. Hezbollah était un des garants libanais. Ça ne nous concerne pas directement, sauf sur le plan d'amitié et de respect que nous avons, de respect réciproque avec les gouvernements libanais. Donc, le comportement de Hezbollah était toujours un comportement responsable. Et ce groupe, cette communauté, est une communauté respectée à l'intérieur du Liban. Je ne parle pas au-delà, mais à l'intérieur du Liban. Il est présent au Parlement. Il contribue à la décision de la vie politique des Libanais. Et il y a un grand respect auprès des autres communautés, chrétiennes les autres, avec, à l'égard des responsables du Hezbollah. Et étonnamment, si on voit vraiment de la vision autre, il y a toujours une relation de respect, même d'amitié, entre les chrétiens du Liban et le Hezbollah libanais. Et il n'y a pas une animosité entre le Hezbollah et les autres groupes. Peut-être quelques groupes, rares groupes, petits groupes, mais quand on parle des groupes essentiels, sunnites, chrétiens, chiites. Et le Hezbollah est un groupe indépendant. Il a sa caractère, sa manière de comportement. Parfois, je dis, il a le devoir d'écouter l'Iran même comme un ami proche, mais comme un ami avec une liaison idéologique, chiite, historique, parce que les relations entre les chiites du Liban avec l'Iran remontent à des décennies et il y a des siècles même. Notre coopération avec et notre contribution au renforcement de la capacité économique et défensive était rien compte tenu de ce que nous avions besoin d'abord pour notre sécurité et notre défense. Et le Hezbollah est entré dans le conflit entre... ce n'était pas conflit, c'était une tuerie d'Israël contre les Palestiniens à la bande de Gaza, dans le cadre d'une solidarité islamique, humaine même, mais avec le comportement bien mesuré. Il n'y avait pas eu un mort même dans les tirs de fusil de Hezbollah vers l'Israël. Seulement, c'était montrer une sympathie
et freiner un peu la machine de guerre israélienne dont le résultat maintenant est là. 2 millions d'habitants, 50 quelques morts, combien de centaines de 100 millions on dit sous les décombres, tous les bâtiments, tous les hôpitaux, les lieux de culte, vous voyez, les lieux d'éducation, tous ont été rasés maintenant. Mais tout cela doit être interprété dans le cadre de la compréhension de la prise d'opposition de Hezbollah par les autres. Et s'agissant, par exemple, Yémen, c'est la même chose. Ils sont pas, vous voyez, une culture de marionnettes existe déjà en l'histoire. On peut voir comment on faisait ça dans différentes parties du monde. Mais pour l'Iran, ce n'est pas le cas. Nous, notre amitié, notre soutien est toujours moral. Et le principal amitié de l'Iran à l'envers des autres, que ce soit dans la région, que ce soit à l'Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, c'est toujours une amitié basée sur la confiance et sur les moyens légitimes et un soutien moral réciproque, si possible. L'Iran n'est pas là pour dire aussi de Yémen qu'est-ce qu'il doit faire, même si on dit il n'écoute pas, et nous ne sommes pas dans la position de donner la leçon aux uns et aux autres. L'Iran, vous l'avez soutenu, appelle à la fin de l'agression contre Gaza, mais refuse de reconnaître Israël comme État. Sur quelle base juridique repose cette prise de position et comment imposer un cessez-le-feu à un État que vous ne reconnaissez pas? D'abord, s'agissant de la reconnaissance d'un État, dans la loi internationale, dans la charte de l'organisation de l'ONU, il n'y a pas une obligation pour une reconnaissance d'un pays à l'envers de l'autre. Donc, les États peuvent reconnaître ou pas un autre pays. Il n'y a pas une obligation. Deuxièmement, Israël étant un membre de l'Organisation des Nations Unies, a des obligations. Ces obligations doivent être satisfaites. Et puis la communauté internationale doit veiller à ce qu'il n'y ait une dérive d'assumer ce type d'engagement. À la bande de Gaza, un territoire occupé, il y a un droit de résistance devant l'occupateur. Et il y a une dérive vraiment sauvage de toutes les règles et morales internationales à l'envers du peuple gazavi, mais non seulement du peuple gazavi, mais aussi dans la bande orientale, dans la bande Jordanie. Jordanie, voilà. Donc, si l'Iran demande ou pas, peu importe, il faut que la communauté internationale fasse à ce que l'Israël accepte d'exécuter des résolutions des Nations Unies en matière de reconnaissance et l'exécution de droits des Palestiniens à voir leur pays, leur patrie. Et à partir du moment où il y a un
si vous voulez, un droit de veto par un pays, par une puissance, qui veto n'importe quelle résolution légitime contre Israël, contre les comportements du gouvernement israélien et les gouvernements israéliens. Donc la prise de position de l'Iran ou n'importe quel pays arabe ou non arabe vis-à-vis de l'injustice et de l'agression qui se fait au-dessus et aux yeux de toute la communauté internationale, la communauté humaine, c'est quelque chose, le moindre des choses, et c'est normal. Nous, ce n'est pas dans le cadre de la reconnaissance d'Israël ou de ne pas le reconnaître que nous demandons, il faut respecter les règles internationales vis-à-vis du peuple, un peuple opprimé. Maintenant, il y a plus de 76 ans. L'Iran est aujourd'hui l'un des pays les plus sanctionnés au monde, et ce depuis des décennies. Dans ce contexte, pensez-vous que le droit international économique, notamment les principes de l'OMC et du FMI, sont encore respectés? Malheureusement, vous voyez, dans ce domaine, il y a la loi du plus fort. Donc, il n'y a pas la loi internationale ou les règles internationales qui règnent dans ce domaine. Un pays est fort, il a les moyens et les outils d'imposer des restrictions, des sanctions à l'égard des autres, comme considérant quelque chose accepté et utilisable. Sinon, si vous prenez le cas de la sortie de retrait des Américains de notre accord à 2018. Les accords de Vienne. Oui, les Européens ne voulaient pas. Ils ont même agi, ils avaient déployé des initiatives pour d'abord faire revenir en raison à l'époque l'administration américaine, et puis deuxièmement, utiliser les moyens possibles pour récompenser et remplir cette vide. Mais ça a été échoué. Toute tentative dans ce domaine a été échouée. Mais ce n'est pas l'Iran qui est sous l'embargo. Si vous regardez, tout pays qui essaye de hausser le ton comme pas même hausser, comme pour vivre en tranquillité, comme un pays évitant d'être sous la domination des grandes hégémonies, surtout les États-Unis, sont l'objet de sanctions inhumaines, illégales, illégitimes. Quand vous regardez le Cuba, quand vous regardez la Venezuela, en Afrique, il y en a des pays la même. Et nous, et pays en Asie, au Moyen-Orient, il y en a des pays qui sont l'objet des sanctions vraiment inhumaines. En ce qui concerne l'Iran, le peuple iranien, la nation iranienne, tout en sachant les racines et les arguments et les objectifs derrière toutes ces activités déstabilisateurs, ils se sont compris qu'il faut s'appuyer sur eux-mêmes et trouver des moyens pour combler cette vide issue des intentions malhonnêtes, destructrices. Donc, nous avons appris, on n'est pas content, on est contre, on critique, on conteste même, mais malheureusement, c'est la loi du plus fort, c'est un jungle, si vous voulez.
Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous faire réagir à une vidéo. I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Monsieur l'ambassadeur, face à l'émotivité, au coup de sang de Donald Trump, la diplomatie internationale, le droit international sert-il encore à quelque chose? Pour nous, en ce qui concerne aux yeux des Iraniens, ce type de comportement est comme les autres comportements hostiles à l'égard des Iraniens, n'ont pas le potentiel d'être pris au sérieux. Parce que vraiment, ils ont montré qu'on ne peut pas croire, on ne peut avoir la confiance à tout ce qu'on dit. Mais comment négocier lorsqu'on a en face de nous une personnalité comme Donald Trump? Vous voyez, l'Iran est un pays, un grand pays. Qu'on considère que tout sentiment issu de la non-volonté iranienne de négocier peut être interprété comme une tentative de cacher de quoi que ce soit et de donner au prétexte à ceux qui veulent mal utiliser l'opinion publique internationale dans leur voie illégitime, dans leur objectif illégitime. Donc c'est pourquoi on avait accepté de négocier avec les Américains. Quand ils ont demandé, maintes fois, ils ont envoyé une lettre, l'Iran a demandé de négocier. Parce qu'on n'avait rien à cacher, on était sûr qu'on pouvait, s'il y a la raison, garantir le droit légitime des Iraniens d'avoir accès à des technologies atomiques, pacifiques bien sûr. Maintenant, c'est après tous ces événements où il y a eu, on a entendu par la voix de Netanyahou, de président Trump, qu'il y a eu une collaboration quelconque, une planification entre eux. Et après tout ça, ils ont avoué, ils ont dit. Maintenant, c'est à Téhéran d'évaluer tous ces éléments et puis de trancher dans quelle mesure, dans quelle forme et quand on peut négocier ou pas avec les Américains. Le président iranien a d'ailleurs affirmé ce matin être prêt à rouvrir les négociations avec Washington sur le sujet du nucléaire. Comme je vous avais dit, l'Iran n'était jamais fermé à la négociation. L'Iran était autour de la table des négociations. À 13 juin, l'Iran a été l'objet d'une agression israélienne. À 15 juin, on avait eu un rendez-vous avec les Américains à Oman. Donc, l'Iran, ce n'est pas un pays fermé au dialogue et à la négociation. Nous sommes les gens de dialogue. Nous ne sommes pas les gens qui frappent et qui s'évadent ou qui parlent. Non, il faut qu'on parle et puis il faut que la logique et la raison règnent. Donc si notre président de la République le dit, parce qu'il y a c'est dans le contexte de tout ce que l'Iran croit, tout ce que l'Iran a fait, mais
accepter et être prêt de parler, de négocier, de dialoguer est différent à ce qu'on se soumettre à des arguments et à des décisions illégales, illégitimes contre la loi internationale et contre la dignité des Iraniens. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Merci beaucoup.